C'est une disparition qui hante la vallée de la Bruche, dans le Bas-Rhin. Depuis le 23 septembre dernier, Lina, 15 ans, est introuvable. Cette très étrange affaire de disparition inquiétante d'une jeune adolescente a secoué toute la région Alsace, le pays même, et continue encore à le faire. Car dès le début de sa disparition, tout a été entrepris et tout ce qu'il est possible et envisageable de faire l'a été. Très vite et très méticuleusement. Et pourtant, à ce jour, la jeune fille, tout juste âgée de 15 ans, dénommée Lina, née un 8 août, n'a pas été retrouvée. Les enquêteurs de la gendarmerie, les proches, les amis et bénévoles mobilisés ne baissent cependant pas les bras. Même si le temps, hélas, passe, inexorable et impossible à arrêter. Avec le recul, les pistes déjà explorées ont été réexaminées, une seconde fois, à l'aube d'éléments nouveaux. D'autres pistes non encore percées au moment du traitement à chaud du sujet, en plein été, ont été étudiées. D'autres encore le seront, inlassablement, dans les prochaines semaines et mois à venir. Essayons donc, en ce tout début d'année 2024, de faire un point d'étape, aussi précis et factuel que possible, avec les seuls éléments dont nous disposons et sans entraver nullement l'enquête judiciaire toujours en cours, sur cette terrible affaire qui n'est pas, à ce jour, résolue. Des centaines de scellés judiciaires ont déjà été réalisés et transmis aux juges d'instruction. Des centaines de signalements ont déjà été recueillis et vérifiés, partout en France, en Allemagne voisine et toute proche, plus loin même en Europe. Plusieurs centaines de personnes ont-elles été auditionnées pour le moment. Mais rien de probant n'a pu être recueilli au sujet de la disparition de l'adolescente. Aloha, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle affaire de disparition. Vous avez forcément entendu parler de cette affaire de disparition, mais je trouvais important de revenir sur cette disparition qui présente encore aujourd'hui plusieurs zones d'ombre. Nous parlerons de cette affaire avec Lily 911. Lily 911, vous la connaissez forcément. Elle a aussi une chaîne YouTube où elle présente plusieurs cas de disparition, entre autres. Je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil sur sa chaîne. J'ai déjà eu le plaisir de faire plusieurs collaborations avec elle. Nous voici donc plongés en plein cœur de l'automne alsacien, ce samedi 23 septembre 2023. Nous sommes dans le département du Bas-Rhin, précisément dans la belle vallée de la Bruche, sur le territoire du hameau de Champenay, dépendant lui-même de la commune rurale de Plaine. De là, en marchant le long de la route départementale D196, la jeune Lina doit se rendre, comme elle le fait de façon très habituelle, à la gare SNCF de Saint-Blaise-la-Roche. Distante de 3 km tout juste, pour monter à bord d'un train express régional, un TER qui doit l'amener à Strasbourg. Cette ligne relie les Vosges à Strasbourg par le Piémont vosgien, en serpentant paisiblement entre vignes et cultures. La population sédentaire de ce village, situé dans la vallée touristique de la Bruche, est de 995 habitants, avec tout de même quelques touristes et résidents temporaires en été. Ici, comme dans nombre de villages et pays ruraux, tout le monde se connaît. On se côtoie à longueur de temps,
dans les rares commerces encore subsistants, à la mairie ou à la gare de Saint-Blaise-la-Roche. À 3 kilomètres quand même, rappelons-le, lieu unique de rencontre ou sur les places publiques. Et le site alsacien est joli, exceptionnel même, de par son caractère typique qu'on a su préserver et mettre en valeur, avec ses belles forêts offrant des balades à perte de vue. Nous sommes donc ce samedi 23 septembre 2023, au milieu de matinée. Il fait beau et chaud encore. Lina s'apprête à quitter la maison où elle vit avec sa mère depuis le divorce de ses parents. Maison située au cœur même de ce village de plaine. Elle doit se rendre à pied à la gare pour monter à bord du train régional 83 1909 qui doit rejoindre la gare centrale de Strasbourg en 50 minutes environ, après une dizaine d'arrêts. C'est à ce moment-là qu'elle échange un dernier message avec son petit ami Tao, âgé de 19 ans, qu'elle connaît depuis quelque temps maintenant, qui lui est déjà à Strasbourg et doit l'attendre à la gare. L'enquête judiciaire déterminera avec précision qu'il est alors 11h22 très précisément et que Lina se trouve bien sur l'itinéraire qui va de chez elle à la gare. 3 personnes témoigneront d'ailleurs spontanément l'avoir aperçue à cet endroit précis et à ce moment-là. Précisons à ce stade de notre récit que la disparition d'une personne mineure peut elle aussi être présumée inquiétante dès le départ, par les forces de sécurité et les autorités judiciaires compétentes, essentiellement en fonction de circonstances particulières. L'âge de la présumée personne disparue, fragilité physique ou psychologique, contexte de la disparition, etc. Tout le reste devient donc secondaire et toute l'attention se concentre sur ce fait tragique qui vient de se passer. Lina est une jeune fille tout juste âgée de 15 ans, plutôt fluette, au joli minois, avec cheveux mi-longs châtain clair et qui mesure 1m60. Elle est la fille unique de parents séparés et elle vit avec sa mère. Elle prépare avec attention un CAP aide à la personne dans un établissement proche de chez elle. Mais Lina, qui porte ce jour-là une robe grise, une veste blanche et des chaussures Converse blanches, ne montera jamais à bord de ce train régional et n'arrivera jamais à Strasbourg. Son petit ami Tao, inquiet de ne plus avoir eu de nouvelles de Lina après cet ultime échange de messages à 11h22. L'heure sera confirmée par les enquêteurs judiciaires, appelle finalement la mère de Lina et lui fait part de son étonnement et même de son inquiétude grandissante au fil des minutes qui passent. Après 1 heure de recherche tout azimut, dans le train désormais stationné à quai, en attente de repartir dans l'autre sens, auprès du personnel de la gare de Strasbourg, des derniers voyageurs descendus et qu'il a pu croiser et contacter, Tao se dit que quelque chose a dû arriver à Lina. Quelque chose d'anormal pour cette jeune fille toujours attachée à son téléphone. Quelque chose qui l'a peut-être empêché de le prévenir, de l'alerter d'un danger. Car là, c'est un vide sidéral. Lina n'a pas le profil de jeune fille fugueuse. Elle n'a pas de raison avérée pour cela. Ses relations avec sa mère sont cordiales. Elle vit une jeunesse épanouie ici. Cette piste, si elle n'est pas écartée, ne tient guère la corde. Finalement, dès le début de l'après-midi, la mère de Lina, tout aussi inquiète que Tao, se résout à signaler la disparition de sa fille à la gendarmerie. L'appel de la mère, appel angoissé et trahissant sa vive inquiétude, est reçu et enregistré à 13h30, très précisément, au centre opérationnel de la gendarmerie à Strasbourg et est relayé aussitôt sur l'unité la plus proche, la brigade territoriale de Saal. L'officier supérieur de gendarmerie, directeur des opérations,
comprend la gravité des faits relatés et décide d'engager, sans tarder, de gros moyens de recherche. Et dès l'après-midi même, le groupement de gendarmerie départementale du Bas-Rhin lancera un avis de recherche urgent, déclenchera les premières recherches ébattues sur place et fera procéder par des personnels spécialisés, des techniciens en investigation judiciaire, les toutes premières investigations judiciaires nécessaires pour tenter de comprendre ce qui a pu se passer avec cette jeune fille. Son téléphone est aussitôt mis sous surveillance. Ainsi, les enquêteurs judiciaires seront alertés en temps réel de toute opération sur l'appareil. Mais durant toute l'après-midi, hélas, rien ne va se produire. On a recours, dans le courant de l'après-midi même, à plusieurs équipes cynophiles de la gendarmerie et des sapeurs-pompiers. Un hélicoptère des forces aériennes de la gendarmerie survolera longuement la zone boisée, les différentes voies d'accès à la gare Saint-Blaise-la-Roche, le domicile présumé, tout endroit en réalité là où la disparition a eu lieu. À la tombée de la nuit, l'appareil rentrera à sa base et le plein fait reviendra reprendre son balai scrutateur aux premières lueurs de l'aube, dès le lendemain. Des drones seront également déployés pour bien visualiser les zones et les routes alentours. Lors d'un point de situation effectué avant la tombée de la nuit, car rappelons que nous sommes en automne et que la nuit, malheureusement, tombe vite, surtout en zone forestière. Force est de constater qu'aucune trace de Lina n'a été trouvée, même la plus infime, alimentant ainsi l'inquiétude et le mystère autour de sa disparition. Les enquêteurs judiciaires sont renforcés par les personnels très spécialisés dans ce genre d'enquête, souvent complexes et souvent longues. Unité co-saisie par le procureur de la République de Saverne, qui, pour le moment, reste encore compétent. Pour les assister, les unités territoriales de gendarmerie, géographiquement les plus proches du lieu de domicile, qui avaient rapidement été dirigées sur place, sont renforcées et relayées. On craint déjà, à ce stade, que l'enquête et les recherches vont durer dans le temps. Il faut s'organiser. Tous les personnels de la gendarmerie qui arrivent sur les lieux, souvent à bord de véhicules adaptés aux conditions de circulation délicates sur ces chemins étroits, escarpés, une quarantaine au total, sont immédiatement rassemblés sur la place de la mairie de Plaine et sont placés sous l'autorité du patron. Comprenez l'officier supérieur commandant, tous les personnels de la gendarmerie du département du Bas-Rhin. Lui-même a déjà fait le point avec le général, commandant l'ensemble des personnels de la région Grand Est, dont l'Alsace fait partie, au cas où ils auraient un besoin avéré de moyens supplémentaires, ce qui va effectivement se concrétiser assez vite. Diverses unités de la police nationale, surtout celles de la circonscription de sécurité publique de Strasbourg et de la métropole alsacienne, la capitale régionale, sont informées elles aussi en temps réel. Il n'est pas exclu, à ce stade de l'enquête et au vu des maigres informations collectées, que Lina puisse s'y trouver. De son plein gré ou contrainte, personne ne peut s'aventurer sur de telles hypothèses. Mais toutes les chances sont ainsi mises du même côté. Dans les dernières heures de clarté qui suivent ce point d'étape, en gros, avant 19h30, les patrouilles déjà citées, venues des unités du groupement de gendarmerie départementale du Bas-Rhin, dont les renforts précieux des PSIG, les pelotons de surveillance et d'intervention de la gendarmerie, ainsi que les équipes motocyclistes tout-terrain et les équipes cynophiles en alerte ou celles qui ont été rappelées, une dizaine en tout, poursuivent leur quête, leur recherche, battant les hameaux, les villages, les sous-bois, les routes même les plus anodines ou les plus isolées.
Rappelons encore une fois que cette célérité est essentielle car on sait que dans ce genre de signalement de disparition présumée inquiétante, les premières heures de recherche sont fondamentales. Et justement, plusieurs chiens pisteurs, circulant isolément sous la conduite de leur maître, perdent la trace de Lina, qu'ils avaient relevée et suivie dès le domicile familial, sur la route qui va vers la gare de Saint-Blaise-la-Roche. Lina serait-elle montée à bord d'un véhicule ? Une seule certitude domine. On sait dire à ce moment-là que l'adolescente est passée là, ou au moins tout près de là. Mais après cela, c'est la grande interrogation et la grande inquiétude. L'opération est relancée dès le lendemain avec le même comportement de la part des premiers chiens, puis d'autres chiens fraîchement arrivés sur place. C'est curieux et conforte l'hypothèse déjà avancée d'un départ en véhicule depuis cet endroit. Un nouveau et long ratissage aérien, effectué en hélicoptère, va avoir lieu durant la matinée puis en début d'après-midi. Sa puissante caméra thermique et ses moyens sophistiqués d'observation ne détecteront rien de plus que la veille. La modeste mairie du village de Plaine devient très vite, et d'évidence d'ailleurs, le centre de crise du village et la salle des fêtes devient le poste central opérationnel. On y amène au plus vite chaises, tables, tableaux, lignes électriques et téléphoniques. Bref, tout ce dont les secouristes et les gendarmes enquêteurs ont besoin dans l'immédiat. On n'avait encore jamais vu tel déploiement de moyens de recherche au village. Le service départemental d'incendie et de secours du Bas-Rhin, le SDIS, par le biais de l'officier supérieur, commandant des opérations de secours, s'est lui aussi rendu à nouveau sur place, le jour à peine levé, avec son véhicule de commandement et un poste mobile opérationnel déplacé au plus près des lieux. De concert avec les gendarmes, il engage lui aussi de très nombreux moyens en hommes et en matériel, et en place d'ores et déjà d'autres en alerte. Lui aussi craint en effet d'en avoir besoin dans le temps. Notons que c'est là, et c'est relativement nouveau en matière de concept, une nouvelle stratégie d'emploi des moyens en personnel et en matériel lors des opérations de secours. La comparaison pourrait utilement être faite avec l'énorme engagement de moyens de ce type, en rotation constante lors des gigantesques incendies qui ont ravagé le sud du département de la Gironde à l'été 2022. Dès le lendemain, le dimanche 24 septembre 2023, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saverne, territorialement compétent, ouvre une enquête pour disparition inquiétante de mineurs. Il confirme la cosaisie de la section recherche de la gendarmerie à Strasbourg. Il donnera également une conférence de presse en cours de journée, devant la salle communale tout près de la mairie. Mais, aux grandes dames des journalistes, nombreux accourus ici, dans ce petit village, il n'y a que très peu d'éléments à leur communiquer. Tout ce qui leur annonce, ils l'ont déjà appris, par des indiscrétions, par le recueil des témoignages, ici et là. Pas toujours vérifiés, pas toujours avérés. Soyons plus que prudents en la matière. Le préfet du département du Bas-Rhin est là aussi, signe que l'affaire est désormais prise très au sérieux. Mais personne n'en a jamais douté vraiment. Il est notamment le coordonnateur de l'ensemble de la logistique et de moyens spéciaux à réquisitionner et à faire venir sur place. Plus tard, dans la matinée, un tout premier appel à témoins est lancé et il est très largement relayé par tous les médias qui, dès la veille, occupent le village et les villages alentours. Qui d'ailleurs, parmi nous, n'a pas oublié le visage souriant de cet enfant porté disparu. Les équipes cynophiles de la gendarmerie et des sapeurs-pompiers, ceux-là même qui ont déjà beaucoup cherché durant la soirée et une grande partie de la nuit, sont renforcés par les équipes cynophiles des départements voisins, venus parfois même hors région.
ainsi des chiens pisteurs au flair exceptionnel, des chiens malinois et des Saint-Hubert, arrivent-ils en toute célérité d'unités de gendarmerie plus lointaines, mais aussi du Centre national d'instruction cynophile de la gendarmerie à Gramat, dans les départements du Lot. Là aussi, c'est une nouvelle méthode de travail. Les premières investigations, plutôt classiques dirons-nous, interrompues à la nuit tombée, recommencent dès l'aube. Fouille des lieux sur un premier cercle concentrique de plusieurs kilomètres de rayon. Fouille des maisons et dépendances du hameau, au plus près du domicile de Lina et de sa mère, effondrée, on le serait à moins à sa place. Fouille des chemins alentours, des fermes isolées ou abandonnées, et parfois même fermées. Mais on ouvre malgré tout, juridiquement couverts, des fontaines, ruisseaux, lacs, mares, etc. Parallèlement, mais cela n'est pas rendu public pour d'évidentes raisons de confidentialité et de discrétion, gage aussi d'efficacité, des enquêteurs judiciaires de la gendarmerie s'attachent à reconstituer autant que faire se peut les différents itinéraires supposés empruntés par l'adolescente, sans se focaliser sur l'itinéraire d'évidence et habituel, ainsi que sur le contexte familial et social de l'adolescente, l'organigramme familial des membres présents et des proches connus. Au village de Plaine, une véritable logistique lourde, digne de l'organisation d'un très grand événement, se met en place. Il fait en effet, et c'est d'une évidence banale, soutenir au mieux les gendarmes, sapeurs-pompiers, secouristes, bénévoles et aidants de toutes sortes, pour qu'ils puissent effectivement durer dans le temps. D'autant que des renforts vont encore arriver pour parfaire et prolonger les fouilles. Ainsi, un escadron de gendarmerie mobile, fort de 85 personnels, en alerte, va-t-il arriver incessamment et se déployer dans ce secteur boisé et très étendu, parfois plus difficile d'accès qu'il n'y paraît. Et c'est pareil pour les sapeurs-pompiers qui attendent le renfort imminent de moyens régionaux spécialisés. Tout le monde craint en effet que cela puisse durer dans le temps, sous la chaleur encore présente et la sécheresse de ce beau mois d'automne. Le lundi 25 septembre, le préfet du Bas-Rhin, assisté du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saverne et des enquêteurs de la gendarmerie, organise une nouvelle conférence de presse et un point d'actualité à destination des journalistes et de l'ensemble de la population. Il ne peut hélas que confirmer la reprise des fouilles dès 6 heures du matin, ainsi que la poursuite des patrouilles à pied et en véhicule. L'emploi de drones de recherche et de surveillance particulièrement performants, ainsi que le survol, une fois encore, de l'hélicoptère des forces aériennes de la gendarmerie. Et ce lundi-là, 48 heures après sa disparition, il faut se rendre à une évidence. Aucun indice, pas le moindre. Aucune trace non plus n'a été relevée. Les battues classiques, celles où plus d'une centaine de bénévoles se sont jointes, en soutien des enquêteurs de la gendarmerie et des sapeurs-pompiers, n'ont pas apporté, elles non plus, de pistes intéressantes. Mais hélas, la sinistre prévision s'avérera exacte. De jour en jour, et jusqu'au lundi 1er octobre, les recherches intensives vont se poursuivre tout azimut. Des bénévoles se présentent encore pour assister les gendarmes et les sapeurs-pompiers. Certains partent d'initiative, avec ou sans un chien, plus loin sur les chemins et pistes des bois du département et de la région. Dans les airs, la noria des hélicoptères bleus des forces aériennes de la gendarmerie, épaulés par le balai des drones, eux aussi armés par des gendarmes pilotes de drones, se poursuivra plusieurs jours encore, hélas sans rien apporter de significatif. Il diminuera d'intensité, prêt cependant à reprendre si besoin était. Ces gens-là n'ont pas ménagé leur peine sous un soleil de plomb. Les techniciens judiciaires plongeurs de la gendarmerie et des sapeurs-pompiers unissent leurs efforts pour sonder mares, lacs,
rivières, ruisseaux, puits et points d'eau. Une cartographie très précise ne laisse rien échapper, sait-on jamais. Mais pour eux non plus, rien n'est découvert, pas même un infime indice, une toute petite trace. Précisons, par honnêteté intellectuelle, que l'hypothèse de l'enlèvement opéré par un tiers a bien évidemment été étudiée en détail par les enquêteurs judiciaires de la gendarmerie. Et elle devient, au fil du temps, une hypothèse plausible. À ce stade des investigations judiciaires, rien de plausible, cependant, ne vient la conforter. La famille est désargentée et l'adolescente est totalement inconnue pour qu'on puisse envisager un kidnapping. Alors il reste l'hypothèse d'un enlèvement forcé en voiture perpétré par quelqu'un que Lina connaissait peut-être ou aurait reconnu. Dernière piste recherchée et étudiée, celle de l'accident de la circulation routière. Un banal accident alors? Pourquoi pas? Tout reste possible. Toute piste ouverte doit être vérifiée. Et là aussi, l'hypothèse a très sérieusement été prise en compte et étudiée. Mais les mêmes raisons entraînant presque toujours les mêmes réflexes primaires des habitants. Toute voiture suspecte, tout engin agricole, tout autre véhicule non connu évoluant ici, hors les moments prévus, aurait aussitôt repéré, remarqué et signalé, et la route départementale ainsi que ses bas-côtés scrutés dans leurs moindres détails n'ont rien livré. Les jours passent sans rien apporter de nouveau. Si personne ici n'oublie Lina, la tension du premier jour retombe peu à peu, et chacun retourne par nécessité ou par dépit à ses occupations routinières. Le jeudi 28 septembre, de nouveaux ratissages ont lieu, conduits par près de 80 gendarmes, de nombreux sapeurs-pompiers et bénévoles qui se sont mis spontanément à disposition des enquêteurs. Désormais, on entre dans un temps long de l'enquête judiciaire. Il va falloir analyser et comparer des dizaines de traces ADN prélevées. Également recenser et classer des dizaines d'empreintes digitales qui restent à affiner et à discriminer, reconstituer, suivre, comparer et observer plus de 1000 lignes téléphoniques distinctes repérées autour de la commune de Plaine et des environs, tant le jour de la disparition, vérifier les adresses recueillies, localiser des gens passés ici durant le mois de septembre, identifier un certain nombre de véhicules signalés, etc. C'est un travail de fourmi, travail auquel gendarmes et enquêteurs s'attellent sans rechigner. C'est le job et ils vont le faire sans état d'âme. Chacun sent bien qu'on franchit petit à petit un cap. L'espoir de retrouver Lina s'amenuise de jour en jour. On a bien sûr fait vérifier par logique de recherche judiciaire, et l'espoir étant toujours là malgré tout, les gares routières, les gares de chemin de fer, les trains régionaux, les aérodromes et les aéroports, les ports et les ferries, les péages autoroutes, les maisons des jeunes et de la culture, les hôtels, bref, tout endroit où elle aurait pu être aperçue ou aurait logiquement pu attirer l'attention de quelqu'un, qu'elle était seule ou accompagnée. Mais ici encore, l'espoir n'est pas au rendez-vous. Signalons aussi que la mère de Lina, toujours très digne, reçoit beaucoup de soutien par message et par courrier. Ils viennent de France, bien sûr, mais aussi de l'étranger. Bien des gens pensent qu'ils auraient pu être ces parents-là, marqués par la fatalité, et que Lina aurait pu être leur propre fille. Le lundi 15 octobre 2023, près de 3 semaines après la disparition de Lina, l'information judiciaire initiale est requalifiée en enlèvement, arrestation, détention et séquestration arbitraire sur mineurs de moins de 18 ans, non suivie d'une libération volontaire de plus de 7 jours.
Elle est de facto confiée à 2 juges d'instruction du parquet de Strasbourg, siège du pôle criminel nord-alsacien, territorialement compétent. L'apprenant, beaucoup de gens de bonne foi et ignorant les complexités judiciaires et tout l'intérêt qui gagnerait l'enquête, ont été un peu trop vite en besogne et ont cru, à tort malheureusement, que la justice avait enfin trouvé quelque chose, arrêté un suspect. Idéalement, on ne prête qu'aux riches un coupable idéal. Pour eux, l'affaire était réglée et on allait voir ce qu'on allait voir. Ils ont été déçus, en effet. Il ne fallait voir là rien que de très normal. Comme nous l'avons dit à l'instant, c'est plus simplement l'adaptation du cadre d'enquête, donnant encore plus de moyens et de possibilités aux enquêteurs de gendarmerie, ni plus ni moins. Et c'est habituel en matière judiciaire dans ce genre de dossier complexe et épineux. Parallèlement, l'observateur attentif notera qu'on ne parle plus malheureusement de disparition inquiétante d'un mineur de 18 ans et que l'espoir de retrouver l'adolescente en vie, du moins dans sa région d'origine, s'amenuise quand même sérieusement, sans toutefois disparaître. L'hypothèse criminelle se renforçant de jour en jour. Le 22 novembre 2023, dès le matin, une grosse agitation règne dans plusieurs communes du Bas-Rhin et dans départements limitrophes. Les villages ciblés, d'ailleurs déjà gagnés par une sorte de torpeur automnale, sont presque tous bouclés par un important dispositif de gendarmerie. On n'y entre pas sans montrer patte blanche. Plusieurs maisons et divers véhicules d'une même marque et d'un même type commercial sont fouillés et perquisitionnés, sous l'œil et les caméras des journalistes que la rumeur a fait accourir en grand nombre. Ils sont néanmoins tenus à distance plus que raisonnable par un cordon de gendarmerie étanche. C'est l'émotion au sein de ces villages et le temps est suspendu à la découverte éventuelle de quelque chose. Là encore, les curieux pensaient tenir une nouvelle piste. Mais le soir venu, il faut une fois de plus se rendre à l'évidence. La pression est retombée. Il n'y a plus de suspense. Il n'y a pas eu d'interpellation ou de découverte majeure. Mais ténus et particulièrement méticuleux, les enquêteurs avaient suivi la logique judiciaire de tout vérifier point par point. En effet, si la surprise était de taille, au vu des moyens engagés, rien ne filtrera. Vérification technique et numérique en cours. Telle est la réponse, un peu laconique des enquêteurs judiciaires de la gendarmerie et des magistrats instructeurs. Une semaine plus tard, alors que novembre pointe ses premiers jours sur le calendrier et que les chênes verts ont viré à ce joli teint orange automnal, des gendarmes plongeurs, tous spécialistes judiciaires subaquatiques, venant d'unités spécialisées, sondent et fouillent à nouveau les lacs environnants. Le temps et les conditions météorologiques auraient en effet pu faire remonter un corps depuis le temps de la disparition. Mais leurs efforts ne seront pas récompensés. Là encore, la piste, une fois vérifiée, sera abandonnée. Et le temps passe toujours, ça y est, l'automne va se terminer. Et l'hiver, plutôt doux pour le moment, est presque arrivé sur la région. En parallèle et très discrètement, à l'abri des indiscrétions des caméras ou des micros déployés par les médias, les 2 juges d'instruction et la quinzaine de gendarmes enquêteurs détachés désormais à plein temps, réunis au sein d'une cellule de travail dédiée exclusivement à cette enquête hors norme, poursuivent inlassablement leur investigation sans jamais perdre le cap ni communiquer. Ainsi, du mardi 12 décembre au jeudi 14 décembre 2023, les gendarmes en groupe d'enquête se sont donc présentés chez les résidents de ce petit village de plaine et des hameaux environnants, autrefois si calmes. Ils ont poursuivi les interrogations, vérifications
et relever les plaques d'immatriculation de tous les véhicules des environs afin de pouvoir les comparer aux images de vidéosurveillance déjà recueillies. Un indice crucial pour retrouver Léna pourrait s'y trouver. Début janvier 2024, les 2 magistrats instructeurs et les gendarmes enquêteurs font le point. C'est nécessaire pour rester serein, le plus serein possible. Ils ont lu et relu l'épaisse procédure, revu la famille, les proches, les experts. L'hypothèse de l'enlèvement crapuleux, appelons-le ainsi dans le jargon habituellement utilisé, tient la corde. Si effectivement il y a eu l'intervention d'un tiers par enlèvement programmé ou non de force ou de gré, l'enquête change de cadre juridique. Là aussi, tout ce qu'il est possible d'imaginer en tenant compte des lieux et des circonstances a été listé, vérifié, revérifié, testé, analysé, scruté, observé en détail. Il est évident que cette hypothèse est la plus cruelle pour la mère et les proches et s'avère particulièrement complexe pour les enquêteurs de la gendarmerie. L'expérience judiciaire montre de surcroît que si c'est bien organisé, ça peut hélas fonctionner. À titre de comparaison réaliste, repensons simplement à l'enlèvement le 9 janvier 2003 de la petite Estelle Mouzin dans le village de Guermantes en Seine-et-Marne, à la nuit tombée. Là aussi, d'immenses moyens de recherche avaient été mis en œuvre. En vain, la petite fille avait été très vite transportée dans les Ardennes par un redoutable prédateur. Mais néanmoins, les lieux à Guermantes n'étaient pas les mêmes, si l'on peut le dire ainsi. Le jeudi 1er février 2024, Fanny Groll, la mère de Lina, est longuement reçue par les 2 magistrates instructrices pour faire un nouveau point sur l'enquête et les suites réservées. Jusqu'à ce jour, elle avait surtout été en contact régulier avec les gendarmes enquêteurs. Toujours sous le coup d'émotions très fortes et trop marquées par le manque cruel créé par sa fille, elle n'a pas pu reprendre pour l'instant son activité professionnelle. Le vendredi 2 février 2024, au lendemain de son entrevue judiciaire, cela fait 4 mois et demi que Lina a disparu. Sa mère, toujours très digne, très sobre, aussi dans son port et dans son élocution, soutenue par son conseil, lance un nouvel appel via les médias. Elle veut retrouver sa fille. Elle a un besoin viscéral de comprendre. On apprendra enfin en marge de l'enquête, mais c'est révélateur du climat délétère qui s'est installé depuis septembre 2023, qu'une plainte a été déposée par Fanny, la mère de Lina, contre un animateur d'une chaîne du réseau YouTube, alléguant un peu trop vite et sans aucun fondement une relation entre la mère et Tao, le petit ami de Lina. Marion, la cousine de Lina, qui demeure elle en région parisienne, mais connaît bien Lina, met en garde contre de telles accusations et nouvelles très graves et totalement erronées sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, 5 mois après les faits, l'enquête avance lentement, discrètement. Sûrement, espérons-le. Nous savons désormais, car les choses ont été progressivement rendues publiques, que les témoignages des 2 personnes qui ont affirmé toutes 2 et sans s'être concertées avoir aperçu la jeune fille ce jour-là, à bord d'une voiture sur la route départementale, mais venant, il en est certain, de la gare de Saint-Blaise-la-Roche et se dirigeant donc vers Strasbourg et la sortie de la vallée de la Bruche sont réexaminés avec une intention toute particulière. On veut ainsi, au niveau des enquêteurs de la gendarmerie, éviter toute erreur de date, de lieu, de temps, de comparaison. Par habitude, on connaît malheureusement la fragilité du témoignage humain, surtout s'il n'est pas solidement étayé. Est-on absolument sûr du jour? Leur avancée est-elle exacte?
Les lieux décrits ont-ils été reconnus avec certitude? Connaissait-il bien Lina et saurait-il la reconnaître sans le moindre doute, même dans un véhicule en mouvement? Lina, l'adolescente de 15 ans disparue, avait déposé plainte pour viol en Réunion contre 2 jeunes hommes majeurs en juin 2022. Cette plainte avait initialement été classée sans suite 1 an plus tard pour motif de faits insuffisamment caractérisés, suscitant l'incompréhension de tous, surtout de la mère, même pas avisée en temps réel. Mais finalement, cette plainte vieille d'1 an et demi va être réexaminée par le parquet de Saverne dès le mois de janvier 2024. À la lueur notamment des faits nouveaux mis en lumière et engrangés par l'enquête relative à la disparition de Lina. À ce jour, ces 2 personnes, vite retrouvées, ont été réentendues, leur alibi vérifié, leur véhicule et téléphone examiné. Pour le reste, le silence des enquêteurs judiciaires de la gendarmerie et des 2 magistrats instructeurs reste total. Retenons d'ailleurs à ce sujet, il est important de le repréciser ici, que la plus grande prudence et le silence total, comme s'il était respectueux, accompagnent désormais et de plus en plus magistrats et enquêteurs dans ce type d'enquête. Gardons donc espoir. Un jeune homme d'un âge estimé à 20 ans, circulant à bord d'un véhicule de couleur sombre, sans doute bleue ou grise, ou proche de ces 2 couleurs-là, semble-t-il, de marque Renault, de type commercial usuel Clio, est activement recherché par les enquêteurs depuis qu'il a été signalé aux abords d'une aire de jeu en septembre 2023. On a accentué les recherches sur ce type de véhicule en parallèle d'un autre modèle français, les berlines Citroën Xantia. Même si ce dernier modèle ne fait pas l'unanimité dans les témoignages, la présence de ce jeune homme au comportement étrange avait été signalée aux enquêteurs par les parents d'une jeune enfant scolarisée non loin, enfant qu'il aurait abordé quelque temps auparavant. Les enquêteurs s'étaient également penchés très vite sur l'exploitation des images vidéo de toutes les caméras de vidéosurveillance de la région, de surcroît en ratissant large. Hélas, les enregistrements de la caméra dans le commerce du village, automatiquement effacés 48 heures à peine après le signalement des faits, ne sont plus exploitables. Là aussi, il faudra bien que le législateur se penche à nouveau hors passion et avec une certaine sérénité et une vision prospective sur le cadre juridique originel, aujourd'hui manifestement obsolète, et le fasse évoluer notamment en matière de durée de conservation minimale et maximale des images enregistrées. Mais fort heureusement, d'autres enregistrements ont pu être saisis, ceux notamment de 4 caméras situées à des endroits stratégiques, notamment aux 4 entrées et sorties principales de la vallée de la Bruche, itinéraire qu'aurait pu emprunter un éventuel ravisseur. Parmi ces 4 lieux, on retrouve le col routier du Hans, situé à seulement 6 km de Saint-Blaise-la-Roche, là où l'on suppose que se trouvait la jeune Lina au moment de sa disparition. Les enregistrements caméras d'école de Donnen et de Salles, 2 autres passages essentiels vers les Vosges, ont également été saisis. Et enfin celle du tunnel de Schermec sur la route départementale 1420 qui dessert la route principale en direction de Strasbourg. On sait ce dernier toujours très emprunté car il permet de ne plus traverser l'agglomération de Schermec. Ces appareils, tous dirigés vers la route et installés par la collectivité européenne d'Alsace, servent habituellement à surveiller l'enneigement de la chaussée. Ils permettent donc de très bien apercevoir les véhicules. Là encore, rien ne filtre pour le moment du moins.
L'étude des images, longue, fastidieuse, méthodique, étant toujours en cours. Toutes les caméras du train TER que l'adolescente devait emprunter et celles de la gare de Strasbourg, et elles sont nombreuses dans cette immense gare, où se croisent chaque jour des dizaines de milliers de personnes, ne montreront jamais Lina, ni montant à bord, ni s'y trouvant, ni même en descendant. Ce qui aurait pu survenir après tout, alors qu'on y voit nettement Tao et des amis de la jeune fille l'attendre avec impatience et inquiétude. Cela conforte l'hypothèse, déjà forte, que Lina n'est en fait jamais montée à bord de ce train régional en gare de Saint-Blaise-la-Roche. D'autres pistes restent encore à approfondir, comme celle de Margot, une amie proche de Lina, qui a aussi livré une histoire surprenante au sujet de la disparition, histoire qui ne fait que renforcer les doutes des enquêteurs. En effet, Margot a été étonnée par la manière avec laquelle les messages de Lina étaient écrits. Selon elle, son amie n'utilisait jamais de ponctuation, a-t-elle observé. Or, cette fois, elle usait du point d'exclamation pour écrire ses SMS, ce qui ne lui ressemblerait pas. Margot sous-entend ainsi qu'une autre personne que Lina aurait pu être derrière ces messages. En tout état de cause, ces éléments, s'ils s'avèrent véridiques, pourraient bien rejoindre les indices importants dont les enquêteurs ont à leur disposition. Un autre témoignage abracadabrant, diront certains, est celui d'un homme qui se fait appeler Jean Didier et qui a partagé ses prémonitions sur l'affaire avec divers médias. Pour lui, une femme d'âge mûr serait au cœur de l'affaire, l'adolescente l'ayant suivi volontairement. Le médium met les enquêteurs sur la piste de cette femme vue comme une maman ou une tante, vraie tête pensante de la disparition de Lina, qui devrait refaire surface très prochainement, puisqu'elle est partie dans le seul but de se découvrir. L'adolescente ayant eu une envie de vivre une autre sexualité. Elle serait donc en train de vivre ses premières expériences en tant que femme. Une version décidément abracadabrantesque. À ce stade donc de l'enquête, rien de plus de sensé et de factuel ne filtre, tant de la part des enquêteurs que de la part des deux juges d'instruction du pôle criminel nord-alsacien. Il faut laisser faire la justice dans ce temps inexorablement long, mais nécessaire qui est le sien. C'est la fin de cette affaire. Je remercie beaucoup Lily pour cette collaboration. J'espère de tout cœur que Lina sera retrouvée saine et sauve. Je souhaite énormément de courage à toute sa famille ainsi qu'à sa maman, qui, je l'espère, retrouvera sérénité un jour auprès de sa fille. Pour ma part, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et surtout, prenez soin de vous.